B'Siyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Tzadik Vav, nous commençons à la 5e ligne à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Chavite Kohen Gadol. Nous passons maintenant à cette mincha du Kohen Gadol que le Kohen Gadol devait apporter tous les jours. Chavite Kohen Gadol, c'était donc une mincha de 1 Issaron qu'on devait diviser, un demi-Issaron le matin, un demi-Issaron l'après-midi. Lishatan, Varichatan, Vafiyatan Bifnim. La lisha, pétrir la pâte, former les pains. Et la cuisson se faisait bifnim dans la hazara. Et comme nous explique Rachid, d'après tout le monde, puisque le Chatsi Issaron dans lequel on divisait le Issaron du Kohen Gadol, d'après tout le monde, le Chatsi Issaron, le demi-Issaron avait été oint, il avait donc le din d'un klisharet et il était mekadesh, tout ce qu'on mettait à l'intérieur. Le Issaron n'a pas été mekoudash, nous explique Rachid, étant donné qu'il est utilisé par tout le monde et que parfois, après avoir mesuré le Issaron, on sort la mincha en dehors de la hazara, donc c'est pour cela que la mida, la mesure n'a pas été ointe. Mais le Chatsi Issaron, puisque c'est une mincha du Kohen Gadol, donc là, d'après tout le monde, elle a été ointe, et donc lorsqu'on met de la farine à l'intérieur, la farine devient kodesh, on ne peut plus la sortir, donc la lisha, pétrir la pâte, former les pains et la cuisson, doit se faire obligatoirement à l'intérieur. Vedochot et à Shabbat. Et c'est doché Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat, on peut aussi faire cuire Chavite Kohen Gadol. Puisque, comme nous l'avons vu, il y a une kedusha de Keli, donc automatiquement, on ne peut pas la laisser la faire cuire la veille pour le lendemain, sinon il y a un psoul de l'ena lorsque la nuit passe. C'est pour cela que c'est donc doché à Shabbat. Techinatan, fait arkadatan, mais moudre le blé, ou le tamiser, en adochet à Shabbat. Ça ne repousse pas le Shabbat, on le fera la veille. Kla lama Rabbi Akiva, voici la règle que Rabbi Akiva nous a donnée. Kol melacha shefshar lasotam erev Shabbat, en adochet à Shabbat. Toute melacha, tout travail qu'on peut faire avant Shabbat, comme moudre et tamiser, ça ne repousse pas en adochet à Shabbat. Veshiyev shefshar lasotam erev Shabbat, ce qu'on ne peut pas faire avant Shabbat, dochet à Shabbat, ça repoussera le Shabbat. Donc la lisha, aricha, afiya peut se faire automatiquement le Shabbat, comme nous l'avons vu, puisque il y a une kedushat kli, et donc on ne peut pas le faire la veille. Kol ha-menachot, toutes les menachot nous enseignent la Mishnah, yesh ba'em ma'ase keli, bifnim. La lisha, c'est-à-dire pétrir la pâte de la mincha, former les pains de la mincha, tout ceci se fait dans un kli sharet, et donc à l'intérieur et pas en dehors de la hazara. Ve'en ba'em ma'ase keli bachutz, mais il n'y a pas de ma'ase keli en dehors. C'est-à-dire, on n'utilise pas de kli en dehors du Bet Hamikdash. Shte alechem, les deux pains de Shavuot. Orkan shivat fachim était long de 7 fachim, environ 70 cm. Verochban était large de arbat fachim, de 4 fachim, environ 40 cm. Vekarnotea arba etzbaot. Et les karnot. Les karnot, c'est-à-dire qu'on collait un morceau de pain sur chaque coin comme des cornes. Et ces cornes faisaient Arba etzbot, longueur de 4 doigts. Le lechem apanim, lui, orkan, orko, sa longueur, était de asarat fachim, de 10 fachim, donc environ 1 mètre. Verochban chamishat fachim, une largeur de 5 fachim, 50 cm. Vekarnotav, sheva etzbot, il y avait aussi des kranotes comme des cornes de 7 etzbaot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous donne un siman, shelotit e, pour ne pas que tu te trompes, zadad yahaz. C'est-à-dire que j'étais alechem zadad. Zain, c'est les 7 fachim. C'est large de 4 fachim dalet. Et les kranotes sont de 4 doigts. Alors que les lechem apanim étaient yahas, c'est-à-dire asarat fachim, le yud, he, les 5, c'est la largeur, 5 fachim. Et zain, les 7 etzbaot des kranotes des cornes. Ben Zoma Omer. Ben Zoma dit, puisque c'est marqué venatata ala shulchan lechem panim lefanai tamid, tu mettras sur le shulchan un pain qui est appelé lechem panim, devant moi, tout le temps. Que signifie lechem panim? Lechem panim, chez Yelo, panim. D'après la première explication de Rachid, il doit avoir une face. La face, c'est-à-dire, comme nous allons le voir, on doit faire remonter sur les côtés le pain. Donc des défanotes, des parois. Autre girsa, d'après Rachid, non pas panim, mais pinim, c'est-à-dire des coins, les granotes, les cornes, comme nous l'avons vu. Hashulchan,
le shulchan sur lequel était posé le lechem apanim, orko asara, était long de 10 tfachim. D'après ce man de Amar, d'après Rabbi Yehuda, les midot des kelim du Bet Hamikdash, chaque ama était de 5 tfachim. Nous verrons que Rabbi Meir n'est pas d'accord et pense que les amot des kelim étaient de 6 tfachim. D'après Rabbi Yehuda, c'est marqué dans la Torah que la longueur du shulchan était de 2 amot. 2 amot, 2 fois 5 tfachim, c'est 10 tfachim. Rochbo, la largeur, une ama, chamisha, 5 tfachim. Le lechem apanim était orko asara v'rochbo he. Il était long, lui, de 10 tfachim et large de 5 tfachim. Alors, noten orko. On posait la longueur du lechem apanim, keneged rochbo shel shulchan, sur la largeur de la table. Donc, le pain qui faisait 10 tfachim était posé pour la largeur de la table de 5 tfachim. Donc les 5 tfachim du milieu étaient posés sur le shulchan. Il restait 2,5 de chaque côté. Vekofel tfachim merza, et il pliait comme des défanotes, comme des parois de 2 tfachim et demi mikan d'un côté, tfachim merza mikan, 2 tfachim et demi de l'autre côté. Nimtsa orko memale rochbo shel shulchan. Donc la longueur du lechem apanim remplissait la largeur du shulchan. Et étant donné que le lechem apanim était large de 5 tfachim, lorsqu'on posait les 2 rangées de 6 lechem apanim, 5 tfachim à côté de 5 tfachim, donc le shulchan était rempli du lechem apanim, il n'y avait pas d'espace entre une rangée de pain et l'autre. Divrei Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer Rabbi Meir dit, à shulchan orko yudbet. Le shulchan qui faisait 2 amot, c'était des amot de 6 tfachim. Donc la longueur était de 12 tfachim. La largeur, une ama vav de 6 tfachim. Lechem apanim, lui, d'après tout le monde, orko yud v'rochvo he, était long de 10 et large de 5. Noten orko keneged rochvo shel shulchan. On posait la longueur du pain sur la largeur du shulchan, puisque le shulchan faisait donc 6 tfachim de large. Donc le pain, lorsqu'il était posé, un pain de 10 tfachim sur le shulchan, il y avait 6 tfachim sur le shulchan et 2 tfachim de chaque côté qu'on remontait comme le kofel tfachim mikan, il pliait, donc 2 tfachim d'un côté, 2 tfachim de l'autre côté, c'était les tfanot, mais comme nous l'avons vu déjà dans le four, c'était prévu ainsi dans un moule. Vetfachaim revar be'emtsa, d'après Rabbi Meir, puisque le shulchan était long de 12 tfachim et que le lechem apanim n'était large que de 5 tfachim, lorsqu'on pose le lechem apanim 5 tfachim largeur dans la longueur et 5 tfachim, il y avait donc 2 tfachim au milieu entre les 2 rangées de pain, et tfachaim revar be'emtsa, et 2 tfachim qui étaient vides au milieu, afin que le vent puisse souffler entre les 2 pains et que les pains ne pourrissent pas. Entre les 2 rangées de pain. Abba Shaul, Omer Abba Shaul nous dit, Sham ayunotnim shne baziche levona shelechem apanim. C'est là-bas, dans cet espace, qu'on posait les 2 cuillères de levona du lechem apanim. Amrulo, Melech HaChamim on dit Abba Shaul, va'arek var neema, pourtant c'est marqué venatata ala ma'arechet levona zaka. On va mettre sur les rangées de pain la levona. Donc al signifie sur le pain en haut. Amar lahem, Abba Shaul leur a répondu, on ne peut pas expliquer que venatata al amarechet, que le al signifie sur le pain mamash, puisque avec Varneema, nous avons un autre passage qui dit ve'alav mate menaché. Au propos des tribus, il y avait ve'alav, c'est-à-dire avec lui, et pas dessus, avec lui, mate menaché. Donc on est obligé de dire que al c'est besamour, à côté. Donc là, les baziches levona étaient posés sur le shulchan, à côté des pains, à côté de la marechet. La Mishnah continue vers Bas Nifim Shel Zahav Ayusham, il y avait 4 planches en or. Il y a aussi une marquée dans le Shonim, est-ce que ces planches étaient complètement fermées ou bien c'était comme des barres avec un creux au milieu. Plusieurs dessins qu'on retrouve dans les Chumashim, dans les Sforim, comme une Shita ou comme l'autre. Mais il y avait 4 snifim shel zahav, donc 4, on va dire, des planches d'or, ayusham mefutsalim merasheem, qui étaient ouvertes, mefutsalim merasheem, dire du haut. Et Rachid nous explique qu'ils étaient mefutsalim pour qu'on puisse mettre la pointe de ces canim, comme ces roseaux, comme nous avons vu ces roseaux, des roseaux, des demi-roseaux en or,
pour séparer les pains. Shayu somrim baem shnaim leseder ze veshnaim leseder ze. Et grâce à ces planches, on posait shnaim leseder ze veshnaim leseder ze. Dire deux leseder ze, donc deux planches pour une rangée de pain et deux planches pour l'autre rangée de pain. Vechafret kanim. Il y avait 28 kanim comme des roseaux qui chatzik kané chaloul, qui avaient la forme d'un demi-roseau creux. Arba asar les sederze, arba asar les sederze. Il y avait 14 pour un seder, 14 pour l'autre seder. C'est-à-dire que comme nous l'avons vu, il y avait 3 kanim par pain. C'est vrai qu'il y avait 6 pains, mais sous le premier pain qui était sur le shulchan, on ne mettait pas de kanim. Donc il restait 5 pains à séparer. Si on met 3 kanim par pain, on devrait arriver au chiffre de 15. Pourquoi 14? C'est que le dernier pain, étant donné qu'il n'y avait rien par-dessus qui alourdissait, il était suffisant de mettre juste 2 kanim. Nous le verrons, Bezrat Hashem, c'est encore par la suite. Lo sidur kanim velo netilatan dochet Shabbat. Poser les kanim ou les enlever ne repousse pas le Shabbat. Bien que l'echem panim était changé le Shabbat, on enlevait l'echem panim de la semaine dernière et on mettait l'echem panim de cette semaine. Et la nichna, ce qu'on faisait, c'est qu'on rentrait l'erev Shabbat, avant Shabbat, veshomto, on enlevait les kanim et on laissait les pains les uns sur les autres, venotno le orko shel shulchan, et on posait les kanim sur la longueur du shulchan. Et ensuite, le Shabbat, on enlevait les pains, on remettait d'autres. Le Motzei Shabbat, on remettait ces kanim entre les pains pour ne pas que le pain pourrisse jusqu'à la semaine prochaine. Kol hakelim shayu bamikdash orkan leorko shel bait. La Mishnah précise aussi que tous les kelim qui se trouvaient dans le Beth Amikdash, la longueur du keli était dans la longueur du bait, c'est-à-dire du Ohel Moed. Donc le shulchan était dans la longueur du Ohel Moed, les Shte Amot, et dirigé est-ouest. On va reprendre cette Mishnah. Kol ha-menachot yishbeh maaseh kli mibifnim. Donc pour toutes les menachot, on utilisait un keli à l'intérieur. Shalou et Rebi, on a posé la question à Rebi zo minaim. D'où est-ce qu'on sait ceci, ce din-là, que les menachot, il faut utiliser un keli. Amar laim il aura dit, Omer c'est marqué, Vayomer elai. Il m'a dit, ze amakom. Voici l'endroit où vashlu shama kohanim, que les kohanim vont faire cuire là-bas, et achatat, et hacham, et achatat. C'est marqué Asher Yofu et Amincha, là ils vont faire cuire la mincha, les bilti otsi, el chatzer achitzona, afin de ne pas la sortir la mincha de la cour vers la cour extérieure. Donc on voit que dans ce pasouk sont marqués en même temps la mincha avec le hacham et le chatat. Et on va dire mincha d'oumyad hacham et chatat. Ma hacham et chatat et unakli, de la même manière que le korban hacham et chatat, il faut un keli. Rashi nous dit, puisque c'est marqué Asher Yevashlu, on fait cuire, et on ne peut faire cuire que dans un keli. Af mincha namet unakli. Donc nous avons besoin d'un keli pour la mincha. Et Rashi précise, puisque c'est marqué les bilti otse el chatzer achitzona, de ne pas faire sortir dans la cour extérieure, donc automatiquement nous apprenons de ce même pasouk que le keli se trouvait à l'intérieur de la hazara. Donc c'est ce que nous avons dit, il faut un maaseh keli, un keli sharet mibifnim de l'intérieur, pour que ça ressemble au hacham vechata. Hashulchan orko asara. Le shulchan était long de 10 tfachim, donc nous avons vu machloket 10 tfachim ou 12 tfachim. Nous avons vu aussi une machloket combien l'echem apanim était plié. Est-ce que c'était de 2 tfachim et demi ou de 2 tfachim? Si on dit 2 tfachim et demi, donc pour les 6 pains, on va multiplier 6 par 2,5, nous arrivons au chiffre de 15. Donc on va dire que le shulchan, de la même manière qu'il est mekadesh, les pains qui sont posés sur le shulchan, il va être mekadesh tout ce qu'on posera, c'est-à-dire qu'on l'amènera dans le havir, c'est-à-dire dans l'espace du shulchan, dans ces 15 tfachim, il sera pasoul, et comme nous précise Rashi, il sera pasoul, mekadesh, lifsol, que il a une kedushat kli, ensuite s'il sort du Beth Amikdash, il sera pasoul.
puisqu'on voit que l'Echem Apanim c'est Mekadesh sur une hauteur de 15 Tfachim, de même on dira pour tout ce qui est posé dans le Havir, qui est placé, c'est dans une main, et qui se trouve dans le Havir du Shulchan. D'après l'autre Mandéama, qu'on ne pliait les pains que de 2 Tfachim, donc on multiplie 6 par 2, les 6 pains par 2 Tfachim, nous n'arrivons qu'au chiffre de 12. C'est ce que nous enseigne Rabbi Yochanan Livra, Omer Tfachim ou Mertza, d'après celui qui dit que c'est 2 Tfachim et demi, Kofel, qu'on va plier l'Echem Apanim, Nitsa Shulchan Mekadesh Chamisa Asar Tfachim, donc le Shulchan est Mekadesh 15 Tfachim. Les Ma'ala, en haut, et l'espace est Mekadesh. Le Livra Omer Tfachim, d'après celui qui dit que c'est 2 Tfachim Kofel qu'on plie, Nitsa Shulchan Mekadesh Yudbet Tfachim, le Shulchan Mekadesh seulement 12 Tfachim, et tout ce qui sera donc posé dans ces 15 ou ces 12 Tfachim, d'après l'autre man de Hamar, sera Mekadesh, sera Kadosh, et qu'ensuite, si ça passe la nuit avant la Krava, c'est Pasoul Belena. L'Agma pose la question, Vaïka Kanim. Pourtant, il y a les Kanim, et les Kanim vont surélever le pain, donc ce n'est plus 15 Tfachim. L'Agma répond, Kanim Shkoué Mashkaleu. Les Kanim, dans les pains, lorsqu'on formait les pains, il y avait aussi, on formait une petite entaille dans le pain pour pouvoir poser les Kanim, ça faisait partie du moule. Donc les kanim ne prenaient pas de place. Maïtama, pour quelle raison? Mishum et Pouché Lechem. Que la raison pour laquelle on mettait les kanim. Donc Rashi explique que là la Gemara vient poser une autre question. Mais Maïtama, pour quelle raison on mettait des kanim? Mishum et Pouché Lechem. Parce que sinon, le pain va pourrir. Mais alors, sauf, Kame Apash Lechem. Le pain va aussi pourrir, étant donné que les kanim ne séparaient pas les pains, puisqu'il y avait une entaille dans le pain pour la place du canet. Donc les pains étaient les uns sur les autres. La Gemara répond, des magbalé porta ont surélevé malgré tout un tout petit peu le pain l'un de l'autre. Alors demande la Gemara, vaïkahu porta, si c'est ainsi, on arrive à plus de 15 tfachim, puisqu'il y avait un espace entre les pains. La Gemara répond, qu'il va de l'eau avec tefar, puisque cet espace ne correspondait pas à un tefar en tout, puisque c'était juste un petit espace entre un pain et un autre. Alors le Chashivle, le Tana n'a pas voulu le compter. C'est un demi de tefar, ou 3/3, ou 3/4 de tefar. Tant que ce n'est pas un tefar, il n'en parle pas. La Gemara continue, Vaïka bazichim. Pourtant, il y avait les bazichim qui étaient posés sur les pains. Et donc les bazichim étaient aussi kadosh sur le shulchan. Donc de cette manière, on voit que même à une hauteur de plus de 15 tfachim, le shulchan est mekadesh. Réponse de la Gemara, non. Des gavets de lechem avouillat, les bazichim se trouvaient à l'intérieur du pain. Et donc, ça faisait partie de la hauteur du pain dans les 15 tfachim. Vaïka kranot, demande la Gemara, pourtant il y avait des kranot. Les kranot, ces petites cornes du lechem apanim de 7 etzbaot. La Gemara répond, kranot les gavets de lechem kaiflu, on les pliait vers l'intérieur du pain. Ça ne dépassait pas les 15. Velechem, gavet de lechem kaiflu, velechem alayu nachle. Et les pains étaient posés par-dessus, c'est-à-dire sur ces kranot. La Gemara poursuit avec notre question, Vaïka misgarto, pourtant il y a la misgeret, c'est-à-dire comme un encadrement tout autour du shulchan qui était d'une hauteur de 1 tefar. Donc lorsqu'on pose le lechem par-dessus, on arrive à 16 tfachim. La Gemara répond que mandama misgarto le mataïta. On dira que c'est d'après le mandama que la misgeret se trouvait en bas. C'est-à-dire c'était comme 4 planches larges de 1 tefar étaient fixées sur les côtés, sur le bas, mais non pas sur le haut. Donc le pain était posé directement sur la blague du shulchan et non pas sur cet encadrement. Mais la Gemara demande le mandama misgarto les malas, d'après le mandama que la misgeret se trouvait en haut. Alors le pain était posé sur la misgeret, puisque ça faisait partie du shulchan, et donc on arrive au chiffre de 16 tfachim. La Gemara répond, pirkoudé ave mefar kada, c'est-à-dire que c'était comme par kedan, c'est-à-dire que c'était couché, penché, mais ce n'était pas vertical, zakouf, c'était penché sur les côtés, et donc le pain n'était pas posé, ne touchait pas pas posé sur cette misgeret,
Velechem begaved et shulchan aviyete, et le lechem était à l'intérieur du shulchan. Donc la misgeret ne montait pas verticalement de chaque côté, mais montait en diagonale, et donc c'est pour cela que le pain était à l'intérieur. Qu'il est tania, comme c'est marqué dans une braïta. Rabbi Yossé Omer, lo hayasham snifim. Rabbi Yossé dit, il n'y avait pas de snifim, de planches. Et la misgarto shel shulchan ma'amedet et alechem. C'est la misgeret du shulchan, c'est-à-dire cet encadrement qui retenait le pain. Amroulo, on lui a dit misgarto le matait, la misgeret, cet encadrement était en dessous du shulchan, sur les pieds, fixés sur les pieds de la table. Donc nous voyons qu'il y a ici une machloquette. Est-ce que la misgeret se trouvait en haut ou en bas? C'est ce que la Gemara donc, nous rapporte, qu'il est Tania, que nous avons une machloquette. Est-ce que la misgeret se trouvait en haut ou en bas? Hamar Rabbi Yochanan dit livre Omer, d'après celui qui dit misgarto les mata, cet encadrement autour du shulchan était les mata au niveau des pieds du shulchan. Donc on pourra déduire de là que tavla amita pechet mea, que la tavla, c'est-à-dire une planche qu'on peut utiliser des deux côtés, qui est lisse, qui n'a pas de rebord, et tmea peut être impur, puisque le shulchan, nous allons voir qu'il pouvait devenir impur au contact d'une source de touma, et le shulchan donc n'était pas creux, c'était une planche, puisque la misgeret se trouvait en bas. Mais d'ivre en mer, misgerto les mal, d'après celui qui dit que la misgeret l'encadrement était en haut. Alors tava amitapechet ibaelecha, une planche qui mitapechet, qui peut être retournée, utilisée des deux côtés, tu te poseras la question, est-ce que ça peut être tamé ou pas? Peut-être que ce n'est pas tamé étant donné qu'il n'y a pas de tort d'intérieur, puisqu'on ne peut pas la prendre du shulchan, et donc le shulchan, si la misgeret se trouvait tout autour de cette partie horizontale, cette planche sur le shulchan, donc le shulchan avait des rebords et il y avait un creux. Donc nous allons voir là que le shulchan devenait impur, et la question, donc Rachid nous explique pourquoi on aurait pu dire qu'une tavla, une planche n'est pas impure, étant donné que normalement tout keli est un keli qui a un creux. C'est vrai que il y a d'autres kelim, mariouim, les midras, où on peut s'allonger dessus, qui sont mekablim tum'a, mais il y a certaines conditions, et donc dans le ligne ici de la tavla, la question de la Gemara, c'est est-ce que, puisqu'elle est mitapechet, elle peut être utilisée des deux côtés, et qu'il n'y a pas de rebord, est-ce qu'elle est impure ou pas? Donc ça dépend. Est-ce qu'on peut apporter une preuve du shulchan? Est-ce que la misgeret était en haut ou en bas? Et la Gemara nous va nous expliquer que le shulchan pouvait devenir impur, michlal des shulchan bar kiboulet tumahu. La Gemara demande est-ce que le shulchan pouvait devenir impur? Pourtant, klietz asou le nachatu. Dans les dinim de Touma, nous avons un principe que kol klietz asou le nachatan mekabel Touma, c'est-à-dire tout ustensile en bois qui est fait le nachat pour être posé et ne pas être déplacé, ne peut pas, en mekabel touma, ne peut pas devenir impur au contact d'une source d'impureté. Et donc, le shulchan était aussi posé, ce n'était pas un clicon déplacé. Donc même si on pourrait dire c'est un cli qui pourrait devenir impur, malgré tout, puisqu'il est posé, c'est comme chose qui s'annule au sol, qui n'est plus, comme dit l'agma, maïtama, pour quelle raison? Parce qu'il ne ressemble pas. Tout keli impur doit ressembler d'oumi à des sacs baïnan, au sac qui est fabriqué à base de poils de chèvre, et ce qui est marqué dans la Torah, le sac qui est tamé. Et ma sac metaltel malé verekam, la particularité du sac, c'est qu'il peut être déplacé plein ou vide. Et donc on dira, afkol metaltel malé verekam, qu'un keli qui peut être déplacé plein ou vide peut être impur. Mais le shulchan, nechora, est posé. Donc s'il est posé et qu'il n'est pas déplacé, de toute manière, il ne peut pas devenir impur. La Gemara répond, si shulchan n'a même metaltel malé verekam, le shulchan était aussi déplacé plein et vide. Qui dirait Shlakish, comme dirait Shlakish. Damar Shlakish, maï dirtiv, quelle est la signification du pasuk à la shulchan hataor, qu'on posera le pain sur le shulchan hataor. Pourquoi la Torah précise sur le shulchan hataor qui est pur? Taor michlal dit katame, est-ce que cela veut dire que le shulchan peut être impur? Pourtant, il est posé, on ne le déplace pas. Et là, donc nous dit la Gemara, de là on déduit Melamed que le shulchan devait être déplacé.
On le levait pour les olé regalim lorsque les Bnei Israël montaient au Beth Amikdash au moment des 3 fêtes. Au marim bol lechem, et on montrait au Bnei Israël le pain. V'omrim lahem, et on disait au Bnei Israël, Re'u chibatechem lifnei makom, regardez combien vous êtes chers à Kadosh Baruch Hu, qui dit Rabbi Shua ben Levi, comme le porte Rabbi Shua ben Levi. Damar Rabbi Shua ben Levi, Nez gadol naasa balechem panim, il y avait un grand miracle lechem panim, siloko et siduro. Lorsqu'on l'enlevait, c'était comme lorsqu'on le posait, c'était encore chaud chez Nema, comme c'est marqué le passouk que nous avons vu à propos de David Amelech, lorsque le Kohen lui a donné à manger de lechem panim. C'est marqué dans le passouk, Lasum lechem chom beyom ilakecho, mettre le pain chaud le jour où on va le prendre. Donc le jour où on prenait le pain, le Shabbat d'après, après une semaine, le pain était encore chaud. Et ça, c'est ce qu'on montrait au Olé Regalim. Donc puisqu'on montrait au Olé Regalim, le Shulchan était déplacé, parfois il était levé, et donc c'est pour cela qu'il n'est pas considéré comme un Keli Asolim Nachat qui doit être posé, mais un Keli qui se déplace, il peut devenir impur, et on comprend pourquoi la Torah dit sur le Shulchan qui est pur, puisqu'il faut qu'il soit pur. La Gemara pose une autre question, Veti pokle mishum tzipouy. Pourquoi on ne va pas déduire que même si on ne le lève pas, on ne le déplace pas, il sera impur? Pourquoi mishum tzipouy? Parce qu'il est recouvert d'or. Et puisqu'il est recouvert d'or, donc il a le din des klimatechot, c'est-à-dire des ustensiles en métal, qui n'ont pas besoin de ressembler au sac. Et donc même si on ne les déplace pas, les ustensiles en métal peuvent devenir impurs. Milotnan, n'est-ce pas que nous avons enseigné que Ashulchan va dulbeki. Le Shulchan et dulbeki, une sorte de peau sur laquelle on mangeait, shinifretu, qui ont été diminués. Oshechifan beshaïch, on a recouvert de shaïch de marbre. Donc c'est recouvert de pierre. La pierre n'est pas mekabelet tuma veshir ben makom anachat kosot, mais on a laissé la place pour poser un verre tmeim, c'est tamé. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit makom anachat chatichot, dire l'emplacement de poser des morceaux, mais pas juste un kos. En tout cas, nous voyons de la shier in, le shier lo, seulement s'il a laissé un endroit, c'est pour cela qu'il peut devenir impur, sinon il ne peut pas devenir impur. Lo shier lo, pourquoi? Parce qu'il est recouvert de shaïch, c'est-à-dire de pierre, et la pierre, le kli avanim, n'est pas tamé. Donc on voit que si c'est recouvert de pierre, on tient compte de la pierre. Donc de même, on dira que si c'est recouvert de métal, donc il aura le digne du métal, et même s'il ne se déplace pas, il sera impur. Veritema, peut-être que tu diras qu'il y a une différence. Kan betzipouy omed, kan betzipouy sheno omed. Tout dépend si c'est un tzipouy qui tient, ou un type, c'est-à-dire qui est fixé, nous explique Rashi, et qui est fixé avec des clous, alors que le shulchan était recouvert d'or, mais il n'était pas fixé au bois. Donc donc c'est pour cela qu'on ne peut pas tenir compte du tzipouy. La Gemara dit non, pourtant le Shlakish a posé cette question à Rabbi Yochanan. Ce que nous avons vu qu'on tient compte du tzipouy, de ce qui recouvre le keli, existe et keli avanim. Il n'y a pas de toum'a. Est-ce que c'est betzipouy omed ou betzipouy sheno omed? Un tzipouy qui tient, qui est fixé avec des clous, même si il est juste posé. La Gemara répond, encore une autre question, pardon, beshechifa et la vase vezin ou beshelochifa et la vase vezin? Est-ce qu'on parle dans le cas où il a recouvert les rebords du shulchan la misgeret, ou même s'il n'a pas recouvert les rebords de la misgeret? Ve'amarle, il lui a répondu, lo shenat tzipouy omed, lo shenat tzipouy sheno omed. Il n'y a pas de différence si ce qui recouvre tient est fixé ou si ce n'est pas fixé, on tient toujours compte de ce qui recouvre. Et ça ne change pas s'il a recouvert l'encadrement ou pas. Donc, la Gemara continue dans la question. Pourquoi avons-nous besoin de dire que le shulchan était soulevé et ainsi expliquer que le shulchan peut devenir impur? Parce que sinon, c'est un keli etz, un keli en bois qui est assou, il est nachat, qui doit être posé, qui ne peut pas être mekabel touma puisqu'il ne ressemble pas au sac. Après tout, demande l'agma, puisqu'il était recouvert d'or, donc il rentre dans une autre paracha, il a le statut d'un keli en métal, que même s'il est posé, il n'est pas déplacé,
il peut devenir impur puisque le keli en métal qui est mentionné dans la Torah n'a pas besoin de ressembler au sac, on ne l'apprend pas du sac. Et nous voyons que même si ce n'est pas fixé l'or sur le shulchan, sur le bois, on tient compte de ce qui recouvre. Veritema, peut-être que tu diras, shitim, chashive velo batle, que les bois de shittim, avec lesquels on faisait le shulchan, était tellement important qu'il ne peut pas, ce bois-là, s'annuler alors qu'il le recouvre. Et donc c'est pour cela que ça n'a pas le statut de keli materot, mais un keli, et c'est pour cela qu'il faut qu'il puisse être déplacé. Mais hanicha le resh lakish, ceci est valable d'après Resh Lakish d'Amar le Shanou, il a bekli achsalgos, abaim dinatayam, Resh Lakish qui a dit que ce que nous avons vu, que ce qui est recouvert par du shaïch, c'est-à-dire par du marbre, de la pierre, on tient compte de ce qui recouvre, c'est seulement un kelietz achsalgos, c'est-à-dire qui n'est pas important, qui n'est pas chashuv, et donc lui s'annule au métal, aval kli mesames, chashivé, qui est important, lui, ce keli-là, velo batlé, ne s'annule pas. Donc d'après Resh Lakish qui dit que si le bois est important, il ne s'annule pas à la plaque, au métal qui le recouvre. Donc Shapir, d'après Resh Lakish, on comprend, puisque le shulchan était un shulchan de Hatzé Shittim, de bois important, donc ce bois ne peut pas s'annuler au métal, et donc on ne peut pas tenir compte du métal qui le recouvre pour dire qu'il est Mekabel Touma. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de dire que le shulchan était déplacé, puisque sinon c'est un kliet sasoud nachat qui ne peut pas devenir impur. Mais d'après Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, que même le kli mesames de ce bois qui est chashuv, qui est important, ce bois-là s'annule aussi au métal. Donc puisque le shulchan était recouvert de métal, donc de toutes les manières il peut devenir impur même si on ne déplace pas. Donc Maïkale Mema, qu'est-ce qu'il va répondre? Pourquoi avons-nous besoin de dire que le shulchan était levé, était soulevé, était déplacé? Ma réponse, Shane shulchan. Shulchan c'est différent. Rachmana Kari Etz, puisque la Torah appelle le shulchan Etz du bois, Shenema, comme c'est marqué à Mizbeach Etz. Shalosh Amot Gova, le Mizbeach de bois était de 3 amot de hauteur, Verko Shtaim Amot, et large de 2 amot, ou Miktsotav Lo, Veorko Vikirotav Etz, tout était en bois, et c'est marqué à la fin, Vaidaber Elai Zeh Shulchan Asher Lifne Hashem. C'est le shulchan qui est devant Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que le shulchan, qui est appelé dans ce pasuk Mizbeach, comme nous allons le voir, mais le shulchan, la Torah l'appelle le shulchan Mizbeach Etz, de bois. Donc Miktsotav Lo, il était carré. Rashi explique qu'il était carré. Et nous voyons que puisque la Torah l'appelle un shulchan de Etz, de bois, donc même s'il est recouvert d'or, ici la Torah dit je ne tiens pas compte de l'or qui le recouvre, mais je dis que c'est un shulchan en bois, donc le bois ne peut pas être impur s'il est destiné à être posé. C'est pour cela qu'on a été obligé de dire que le shulchan était soulevé, et je comprends maintenant pourquoi le shulchan peut devenir impur. On termine avec une petite agada. La Gemara reprend ce pasouk. D'un côté, Patach bemizbeach, le pasouk commence par Hamizbeach Etz. Donc on parle du Mizbeach, Vesim Shulchan. Ensuite on voit que le pasouk termine par Shulchan. Est-ce qu'il s'agit du Shulchan ou du Mizbeach? Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar d'Amrit Tarvayou ont tous les deux expliqué. Bisman Shbet Hamikdash Kaim Mizbeach Mechaper al Adam. À l'époque du Bet Hamikdash, c'est le Mizbeach, un autel sur lequel on brûle les korbanot qui va pardonner les fautes de l'homme. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Bet Hamikdash. C'est son shulchan, c'est sa table. Et Rashi explique parce qu'il donne du pain aux invités, aux pauvres. Et donc, c'est pour cela que le shulchan est mechaper les fautes de l'homme. Donc le shulchan est appelé aussi Mizbeach puisqu'il pardonne les fautes de l'homme. Nous allons nous arrêter ici à Arba Snifim, car nous avons vu donc le din du shulchan qui pouvait devenir impur, et comme la Gemara l'a expliqué, parce que on soulevait le shulchan pour les coller régalim, pour leur montrer que le pain était encore chaud. Nous terminons avec Merot Halacha Daf Tzadik Vav. On ne pourra pas prélever Trumot ou Maasrot le Shabbat. La raison, c'est que lorsqu'on prélève Trumot ou Maasrot, on va prélever une partie, on va lui donner le nom de Teruma ou de Maaser,
Donc c'est comme si on est Magdish, on sanctifie cette partie, et il y a un din qu'on ne peut pas être Magdish quoi que ce soit le Shabbat, puisque d'être Magdish, ça ressemble à une vente qui est interdite Shabbat. Une autre raison qui est donnée, parce que la récolte qui est appelée Tevel, avant qu'on ait prélevé Trumot ou Maasrot, est interdite à la consommation. Lorsqu'on va prélever Trumot ou Maasrot, on pourra maintenant manger cette récolte. Donc c'est comme si on arrange le Shabbat, ce qui manquait un tikkun. Et donc ceci est assourd. L'interdiction est aussi bien pour ce qui a poussé et que les prélèvements n'ont pas été faits, qu'on appelle Tevel Vadaï, ou même si ce n'est qu'un safek qu'on ne pourra pas prélever. Sur une récolte laquelle on n'a pas prélevé Trumot ou Maasrot, puisqu'on ne peut pas la consommer, elle est donc mouktsé, on ne pourra pas non plus la déplacer Shabbat. Celui qui, sans faire exprès, a prélevé Trumot ou Maasrot de Shabbat, les fruits seront permis à la consommation, et même la personne qui a prélevé Trumot ou Maasrot pourra manger ces aliments. Les Khamim n'ont pas fait de knas, n'ont pas donné une amende d'attendre jusqu'à Motzei Shabbat. Un homme qui veille de Shabbat ou veille de Yom Tov a chez lui des fruits. On n'a pas prélevé Trumot ou Maasrot et il ne peut pas maintenant prélever Trumot ou Maasrot. Il peut poser une condition avant Shabbat et de cette manière il pourra par la suite prélever le Shabbat Trumot ou Maasrot. Donc, sous certaines conditions, on va poser la question à son maître comment agir dans ce cas-là. Lorsqu'on veut prélever le Shabbat, qu'on ne peut pas prélever veille de Shabbat, il y a une possibilité, faisant un tnaï, une condition avant Shabbat, de pouvoir ensuite prélever pendant Shabbat.